Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Voilà, nos rendez-vous reprennent. Et oui, comme nous n'avons pas pris de vacances d'été, j'ai épuisé une partie du stock de conférenciers, mais tout rentre dans l'ordre petit à petit. Je remercie ceux qui s'inquiètent de ma petite santé. En parlant de santé, il y en a, malheureusement, il y en a quelques-uns qui ont vu leur santé se dégrader récemment. Et le climat international, particulièrement au Moyen-Orient, va certainement s'enrhumer un coup sec. Comme vous l'avez vu, Euh, je ne trahis pas de grands secrets, comme l'a très bien dit Gilles William Goldnadel, dont les accointances sont connues. Ce n'est pas un coup de l'armée norvégienne. Et vous avez vu qu'il y a eu une des explosions en série au Liban visant particulièrement des cadres du Hezbollah. Un ambassadeur iranien aurait été blessé également. Il y a eu plusieurs blessés, dont des civils, dont des explosions en série de pagers, de beepers, et nous allons parler un peu politiquement de cette affaire, un peu géopolitiquement, mais surtout techniquement, parce que de toute évidence, c'est une très belle opération technique de la part des services israéliens. Nous verrons que politiquement, ça va peut-être pas tout à fait se jouer comme ça, mais nous allons entrer dans le fil de la discussion et j'ai le plaisir de recevoir un ami, un camarade, Charles Schulz. Charles, bonjour. Bonjour Donc, Pierre-Yves et tu es bonjour. expert en cybersécurité et rentrer dans le sujet de but en blanc, parce que, tu te rappelles, quand ça a eu lieu, on a eu des tas d'extraits de caméras de surveillance, de gens paniqués, parce que ça commençait à brûler sur eux, à exploser. Et on s'est dit, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un a pu déclencher ça à distance? Est-ce que quelqu'un a pu faire livrer des milliers de beepers piégés? Enfin, de toutes les manières, c'est une opération de très haute envergure. Qu'est-ce qu'on peut dire techniquement aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, sur un point de vue technique, et la presse a commencé à en parler parce qu'au départ, il faut savoir qu'on avait deux scénarios. On avait en fait soit finalement une prise de contrôle, une pénétration et puis une prise de contrôle du serveur de communication qui sert en fait à relier tous ces beepers ou à ces pagers ensemble. Auquel cas, effectivement, ce serveur aurait pu être piraté et on aurait pu commencer à exploiter des fonctions, notamment non documentées, de ces, beepers, de ces appareils, pour que ceux-ci se mettent, en fait, à chauffer, ce qui aurait expliqué d'ailleurs donc ces comportements, en fait, ces témoignages de plein de gens en réalité, hein, qui ont senti leur beeper, chauffer, donc la batterie, au lithium, hein, c'est une batterie au lithium, qui s'est mise à chauffer, puis certains, bah, pour lesquels ça s'est vraiment beaucoup plus mal passé. Alors il y a eu effectivement un spectre de comportement. On a eu des gens qui ont rapporté, voilà, une chaleur, en fait, et un beeper qui devenait, finalement absolument inutilisable. On a eu ceux pour qui le beeper, l'appareil a pris feu et puis il y a eu, j'allais dire le maximum, le pire, c'est-à-dire qu'il y a eu ceux, bah, pour qui le beeper a explosé, ce qui les a pour certains tués ou blessés grièvement ou pas forcément, selon les cas. Aujourd'hui, on sait un petit peu plus ce qui s'est passé et nous sommes en mesure de dire, qu'il s'agit ici de ce qu'on appelle en réalité d'une prise de contrôle et d'une impersonnation de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on ne sait pas totalement ce qui s'est passé, mais ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que vous avez ce fabricant de beepers, de pagers. Je ne sais plus si on dit beeper ou pager. Je pense que on disait beeper dans les années 90, Pierre-Yves, Oui, je me on souviens disait plus. beeper. Ouais. Ouais. Beeper, voilà, on va dire beeper. Donc on avait ce fabricant taïwanais ou japonais de beeper qui a commencé à s'exprimer, je crois, il y a 2 jours, en disant, mais attendez, vous êtes gentil, mais nous, en fait, on ne commercialisons plus ces appareils. Heu, alors ils les ont peut-être encore au catalogue, mais ils ne les fabriquent plus. C'est très important, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus fabriqués, ils sont passés à une autre génération d'appareils. Et donc en fait, c'est d'ailleurs même pas nous qui avons vendu ça enfin, en gros au Hezbollah ou dans le Moyen-Orient. Il est vrai qu'il y a quelques années, nous avions effectivement, pas mal, vendu ces appareils dans toute la zone moyen-orientale. Mais enfin ce batch-là, si vous voulez, cette série-là, on n'arrive pas en fait à l'identifier.
On comprend pas, mais c'est pas nous. Bon. Donc, ce qu'on comprend en réalité, c'est que, il y a eu une opération qui, dans un tout premier temps, a visé à, créer, si tu veux, hein, une sorte de village Potemkin, en fait, on pourrait dire ça comme ça, où il y a un faux fabricant, avec un faux vendeur, de ces appareils-là. Spécialisé sur la zone moyen-orientale bien sûr et qui, sur des bases sans doute commerciales préexistantes en plus de ça, hein, puisqu'apparemment, j'ai lu dans la presse française notamment que ces appareils sont, finalement, plus populaires qu'on ne le croit, au Moyen-Orient. Moi, j'en ai vu dans des hôpitaux, utilisés encore à l'heure actuelle. Je ne sais pas, peut-être en France, mais en tout cas j'en ai vu, en Italie et j'en ai vu aux États-Unis. Voilà, donc bon, très bien. Donc il y a eu une impersonnation en fait, de ce fabricant. En réalité, ça n'était donc pas ce fabricant qui fabriquait ces appareils, c'était autre part. Il n'y avait pas besoin de faire, de faire de grands efforts. On pouvait aller, fabriquer des copies, de ces appareils en Chine, hein, je pense. C'était pas très compliqué ou peut-être ailleurs et ce stock d'appareils avec probablement ce serveur, pourquoi pas, était livré aux clients, en l'occurrence au Hezbollah et les organisations qui dépendent du Hezbollah, parce qu'on oublie toujours que c'est pas le Hezbollah, mais c'est en réalité toute une galaxie d'organisations, d'entreprises, jusqu'aux partis politiques et aux groupes armés. Et à partir de là, j'allais dire, le loup était dans la bergerie. Sauf que le loup était dans la bergerie, et là, j'attire quand même l'attention de tous sur un fait qui semble avoir été totalement occulté. Ces beepers ne sont pas nouveaux. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été livrés exactement, au Hezbollah, mais ça fait pas depuis la semaine dernière. D'ailleurs, ça semble plutôt avoir été, fait peut-être il y a 1 an ou 6 mois ou il y a 2 ans. Ce que ça veut dire, c'est que cette opération a été montée depuis très longtemps, en réalité. Qu'elle a été soigneusement préparée parce qu'on a donc créé une fausse entreprise, on a voilà, on a mis tout un C'est un très système de joli coup en vente termes d'intelligence économique. Très bien. absolument et de contacts avec le Hezbollah, au Liban et cetera et cetera. Donc voilà, donc le Hezbollah équipé de toute cette infrastructure oui, M'autorises-tu juste un point oui, pour je t'en que nos prie. spectateurs comprennent bien? Nous sommes au Moyen-Orient, et particulièrement nous sommes au Liban. Mmh, Pour pouvoir vendre à grande échelle à une organisation politique disposant d'une branche armée, certes, mais aujourd'hui le Hezbollah tient tout le sud Liban d'un point de vue politique et une partie non négligeable du Liban d'un point de vue financier par les grandes familles qui le soutiennent, le Liban étant un système de grandes familles. Si on commerce avec le Hezbollah, c'est qu'on passe un certain nombre de barrières et d'intermédiaires. C'est ce qu'on appelle une clientèle. C'est quelque chose de très important pour faire du commerce avec les Moyen-Orientaux. Donc ça implique un degré d'infiltration des services israéliens qui est proprement terrifiant si on se met à la place des cibles. Je absolument, ferme la parenthèse. absolument et donc voilà, donc on a ce loup dans la bergerie et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est-à-dire que les détails ne sont pas encore totalement connus. Il y a 2 hypothèses techniques. La première hypothèse qui est non pas la plus facile à mettre en œuvre, mais certainement la plus efficace. C'est-à-dire que ces beepers ont été lors de leur fabrication ou juste un peu après, en tout cas avant livraison au Hezbollah, ont été tous équipés, allez, peut-être d'une petite charge, explosive, d'un dispositif en tout cas permettant, de court-circuiter finalement l'appareil lui-même et de faire chauffer sa batterie au lithium. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a eu quelque chose qui a été livré dans ces beepers qui était fait pour le faire non pas juste dysfonctionner, mais aller jusqu'à l'explosion et donc le transformer en arme, en réalité. Donc de l'armer, voilà. Ça, c'est une première re hypothèse et à mon avis, je pense qu'on découvrira qu'en réalité, c'était bien le cas. La deuxième hypothèse, qui était celle que j'avais retenue au départ, c'était en réalité quelque chose de plus classique malgré cette spécificité de cette opération. C'était une prise de contrôle à distance qui, de toute façon, était déjà facilitée, probablement par le fait que les accès au serveur central étaient connus. Alors là, c'est à moi d'ouvrir une parenthèse. Les beepers, c'est comme beaucoup de choses en informatique et dans les télécommunications, on envoie un message et on est tous en fait, un beeper connaît les autres beepers qui est dans son organisation, dans son groupe. Donc la personne envoie un message au moyen de son beeper. Le message arrive sur un serveur centralisé. Le serveur, lui, garde un annuaire qu'il tient à jour
Et à partir de cet annuaire, quasiment instantanément, le message est renvoyé à la personne dont il connaît le numéro ou le code, hein. Voilà, c'est à peu près ça. Après, savoir s'il y a de la cryptographie ou ceci ou cela ne nous intéresse pas pour notre discussion à ce stade. Donc, concrètement, la deuxième hypothèse, ça aurait été que les services, en charge de cette opération auraient, donc pu manipuler finalement, le serveur et donner ou faire passer des instructions non documentées, à ces différents appareils pour que ceux-ci se mettent à dysfonctionner dans un sens précis puisque, il fallait que ça aille vers voilà, vers un réchauffement, voire voilà, un état, en fait, de la batterie qui aurait été, beaucoup trop chaud. Donc on aurait eu dysfonctionnement, feu, donc en fait, mise à feu de l'appareil prend feu et puis, dans certains cas, donc explosion. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est enfin, en tout cas pour moi, ça n'est plus l'hypothèse que je retiens, parce que en réalité, à partir du moment où on a affaire à une attaque sur la chaîne d'approvisionnement, on peut faire et on peut se permettre de faire sur les appareils que l'on contrôle et que l'on prétend vendre, toute une série de modifications qui sont bien pratiques pour aller faire ce qu'on veut sur la cible en tout cas que l'on vise. Donc, je pense qu'en réalité, il y avait des charges explosives, il y avait quelque chose au niveau matériel qui faisait que, selon les personnes, en tout cas selon les groupes de personnes, on a eu des comportements finalement très différenciés. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est voilà ce qui s'est passé. Je vais juste fermer peut-être ce point en attirant quand même l'attention, des spectateurs sur un autre aspect de cette opération. Hem, Comme j'ai pu le dire avant, ces appareils n'ont pas été livrés la semaine dernière. Je ne sais pas exactement quand ils ont été livrés, mais ils ont été livrés peut-être il y a quelques mois, peut-être voire 1 ou 2 ans ou 1 ou 2 ans avant. Hem, Cela a laissé le temps aux services, donc vraisemblablement israéliens, de, hem pouvoir pénétrer assez loin dans l'organisation, qui utilisait donc, ces appareils et de pouvoir comprendre qui parle avec qui. Alors je sais bien qu'avec un beeper, pour ceux qui ont eu un beeper dans les années 90 et 80 ou ceux qui en ont encore, on s'échange pas des lettres, hein, on n'est pas dans de la correspondance suivie du XVIIIe siècle. C'est beaucoup plus des messages, peut-être pas monosyllabiques, mais en tout cas c'est deux trois mots, hein, pas beaucoup Mmh. plus que ça. C'est moins qu'un texto, hein, un beeper normalement. Tout à fait. Heu, donc mais simplement, il y a en réalité un bénéfice, un avantage à connaître qui parle avec qui, à quel moment, Bah, parce que ç ça, c'est ça permet de documentation. décrypter la totalité des procédures, c'est-à-dire Ah, en cas de absolument. mise en chauffe de l'organisation, le «Tu où?» ou «Que se Voilà, passe-t-il?» indique que en cas de oui, problème, telle personne a ordre de joindre absolument, un tel, donc exactement. identification des chaînes hiérarchiques. Et ça a un grand Ça avantage. n'a Il y pas en de a un prix. deuxième, c'est qu'il y a en réalité une vue en direct et avec du recul également, sur l'ensemble de l'organisation. C'est-à-dire comment est-ce que l'organisation dans son ensemble a géré tel ou tel événement? Est-ce qu'elle a encaissé? Est-ce qu'elle s'est déployée? Ou est-ce que ça a «dysfonctionné» entre guillemets? Parce que certes, on connaîtra pas, peut-être que le message qui était parvenu à un tel qui disait, «Ramène-toi» ou, «Arrête», peut-être que c'était une erreur tactique, peut-être que c'était un ordre et un contre-ordre, peut-être que dans les faits, ça n'était peut-être pas, disons une mesure ou une communication qui témoignait d'une grande efficacité. Mais ce qui est aussi intéressant de voir, c'est à l'échelle même de l'organisation, qu'est-ce qui s'est passé? Et ça, en réalité, on peut le savoir, par rapport justement à l'ensemble des messages qui ont été échangés. Et je le dis encore une fois, hein, ça ils n'ont pas été livrés la semaine dernière, hein, donc c'est assez, je pense que c'est la masse d'informations et d'intelligence qui a été, extraite de ces données est assez phénoménale, je pense. Alors, question, ce qui voudrait dire que au moment quelqu'un a donc bien activé un processus qui a mené à ces surchauffes, à ces explosions. Tout à fait. Ce qui voudrait dire que une fois l'opération de sourcing
Mhm. L'opération de... Je vais prendre une métaphore pétrolière. Pour ceux qui ont Mhm. vu, qui ont lu ce magnifique livre ou qui ont vu le film No Country for Old Men, Mhm. à un moment, il y a la fameuse scène dite du milkshake, où l'un des propriétaires pétroliers explique à l'autre avoir entièrement bu sa nappe de pétrole, tout Mhm. simplement en perçant de biais, Mhm. et lui dit, j'ai bu ton milkshake. Donc, une fois qu'ils ont bu la totalité du flux d'informations, ils se sont dit, maintenant que c'est fait, que l'opération d'infiltration ne nous apporte plus rien, Mhm. service action, maintenant on va se faire connaître et ils vont manger. Oui. Ouais. Alors oui et non. Oui et non, ça dépend. Donc c'est là où on pose, voilà, la question en bon français, hein, du de l'effet recherché Mhm. et du but. Ouais. Parce qu'il y a le scénario que tu décris, c'est-à-dire, on a trouvé ce qu'on a voulu, maintenant on y va. Et puis d'ailleurs, pourquoi on y va? Enfin, il faut poser la question aussi comme ça. Pourquoi est-ce qu'on Tout y à va? fait. Pourquoi est-ce qu'on Tout à fait. irait? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? Voilà. Tout à fait. Donc quels sont les paramètres finalement de la mission? Mhm. Quels sont les paramètres? Et quels sont les paramètres qui déclenchent en fait cette action? Parce que tout allait bien, si j'ose m'exprimer ainsi, avant cette semaine. Personne ne se doutait que, une telle chose pouvait se passer. Bon, en tout cas pas le Hezbollah en l'occurrence. Voilà. Mhm. Donc ça c'est une première chose. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut avoir le scénario que tu décris, on peut aussi avoir un scénario qui consiste à dire: «Bah, très bien, il y a quelques années, en fait, ça fait des années qu'on travaille sur ce projet. Maintenant qu'il y a l'actualité, particulière dans cette, région, heu, on est arrivé sur, disons, voilà, on les paramètres, ont changé et d'ailleurs ça a sans doute, je pense, été validé, quand même à très haut niveau, cette action. Donc maintenant, nous, passons à une autre phase par rapport à cette opération. Troisième e 3 possibilité, que je trouve moins probable, mais qui est aussi possible. C'est-à-dire que les services israéliens auraient, non pas juste sur le Hezbollah, mais en réalité sur plusieurs autres organisations, voire gouvernements, procédé à, des opérations similaires, des opérations donc d'espionnage et d'écoute, au moyen pas juste de pagers, après ça peut être des téléphones et les sociétés, cybersécurité israéliennes sont très, 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 très performantes en termes d'interception de communication, ça il faut jamais l'oublier. Donc peut-être qu'effectivement le gouvernement israélien a un œil sur plusieurs organisations de ce genre et que, depuis le 7 octobre, les choses et puis même depuis ces derniers mois finalement, en fait, depuis le printemps dernier, les choses ayant relativement changé quand même au niveau de leurs frontières nord, ils se sont en réalité décidés, heu, non plus d'écouter passivement ce qui se passait au sein de l'organisation, mais, de passer sur une phase qui est, elle, beaucoup plus offensive. Alors, ça pose en réalité la question que tu n'as pas encore posée, mais à laquelle je vais répondre, de pourquoi? Alors, c'est très difficile de répondre pourquoi, la question pourquoi, en tout cas sur tous les plans. Néanmoins, ce que l'on peut dire d'ores et déjà, à la fois en posant une affirmation et en posant une autre question, c'est que l'effet immédiat, qui n'est pas forcément l'effet recherché, c'est très important. L'effet immédiat, c'est la sidération et la panique au Liban. Ça, c'est très clair. Le deuxième effet, peut-être pas recherché, mais immédiat lui aussi, heu, c'est que, le Hezbollah se trouve maintenant en position, alors effectivement de faiblesse, puisque finalement c'est, bon, enfin je veux dire, c'est des grands garçons, hein, mais, c'est un viol de soi, hein. C'est un viol d'organisation, en fait. C'est-à-dire on est rentré le Plus que plus ça, loin possible. plus que ça, soyons clairs, au niveau de la souveraineté libanaise, c'est un acte, c'est un acte de droit de la guerre, Mmh. c'est un acte, et je suis navré de le dire, et ce sans prendre parti
pour ou contre l'un ou l'autre, mais c'est l'utilisation d'un moyen qui confine à un moyen terroriste. Bah, disons que un strict minimum, c'est pas gratuit. Et C'est le le moins qu'on puisse dire, message oui. que ça envoie, c'est We do what we want here. Voilà, c'est tout. Si tu veux, je vais prendre un parallèle historique. Mhm. Ça me rappelle, et en réalité, nous en parlions en off, tu me l'as toi-même dit, c'est bien fait, mais c'est pas non plus une opération invincible parce qu'on a, tu me l'as bien dit, qu'on a visé des beepers. Donc, Oui. si tu veux, tu m'as dit, avec d'autres matériels, ça aurait pas été aussi facile à faire. On va y revenir. Oui. Mais Mhm. tu vois, les services israéliens ont aussi l'habitude de monter des opérations, souvent d'ailleurs avec d'énormes ratés, Mhm. mais dont on se souvient avant tout de l'effet final, Absolument. pour acheter, parfois d'ailleurs un peu de manière surjouée, une réputation d'invincibilité. J'ai donné Absolument. l'exemple de la liquidation d'Yeri Ayash, qui était l'artificier en chef du Hamas après le processus d'Oslo. Son téléphone sonne, quelques grammes d'explosifs dans la batterie, décapité net. Bon, Mhm. évidemment, il était l'artificier de la branche armée du Hamas, donc le commando Isaïe Melkasem, Mhm. et donc réputation d'invincibilité des services israéliens responsables. Ce qu'on apprendra 20 ans plus tard, c'est qu'en fait, c'était le troisième ou quatrième essai. Les trois précédents avaient lamentablement échoué. Donc, si tu veux, il y a aussi quelque chose qui est assez typique de la culture du renseignement israélien, qui est une culture moyen-orientale de la démonstration. Oui, absolument. Mais Alors, pardonne-moi, j'ai mis une incise dans ton raisonnement. Vas-y. alors, on prenait un autre exemple, effectivement, avant l'émission, c'est-à-dire que moi, je prenais l'exemple pour bien illustrer l'ambivalence et la dualité, en fait, des manœuvres, souvent des services israéliens ou de l'armée israélienne, à savoir qu'il y a quelque chose de très spectaculaire. Il y a quelque chose, effectivement, comme tu dis, de l'ordre de la démonstration, et il y a quelque chose qu'on ne voit pas Mm. et qui est beaucoup plus important. Lorsqu'il y a quelques mois, la chasse israélienne a décollé et a survolé le Liban, euh, on a parlé effectivement de vols, de survols de Beyrouth, et d'ailleurs en fait du sud Liban également, à très basse altitude, par des avions de guerre, des avions de combat supersoniques. Ça a semé effectivement là aussi une panique, donc c'est très intéressant parce que c'est comparable en réalité. Les vitres ont volé en éclats, enfin il y a eu tout un tas de petites dégradations matérielles en un sens, mais ça a surtout en fait mis en panique un peu tout le monde. Les gens étaient très angoissés. Bon, il y avait donc un effet de démonstration en réalité, de pression même psychologique, dont on peut dire que c'est la pression psychologique. Mais il y avait un autre effet qui était lui beaucoup plus militaire et beaucoup moins, documenté. À savoir que cela permettait, en ayant un survol à une attitude de une basse altitude, finalement, puisqu'on en fait, les avions étaient quasiment au niveau des toits, ça permettait d'accrocher, en réalité, les radars de suivi, et effectivement des radars qui sont pas forcément des radars ultra performants, mais qui sont des radars au sol et qui peuvent effectivement permettre, lors d'incursions ou, d'opérations en fait, aériennes, de pouvoir abattre en réalité ces avions depuis le sol. Parce qu'on le rappelle, le Hezbollah, n'a pas de jet, d'avions supersoniques de combat. En revanche, ils ont des missiles, ils ont des fusées, ils ont des moyens sol-air, qui eux, enfin, sans m'avancer trop, ne sont pas ridicules, loin de là. Donc Oui, effectivement, loin ça de a là. permis à la chasse israélienne de pouvoir finalement identifier des choses qui ne sont pas documentées, et qui ne sont pas, les plus évidentes parce que, finalement, on survolait pas des bases aériennes de l'armée de l'air libanaise, ni, l'aéroport de Beyrouth. On survolait bien autre chose, en fait. On survolait des zones résidentielles et des zones industrielles, voire des zones agricoles. Donc ce qu'on voit avec ça, c'est que on est sur il y a un côté show, un côté public, et ensuite il y a qu'est-ce qu'on a vraiment voulu faire. Alors c'est intéressant parce que moi j'ai été faire le tour du côté de la presse israélienne, enfin celle, la presse anglophone du moins, et que ça soit à droite ou à gauche, il existe une question alors qui me semble pas tout à fait, rhétorique,
là-bas, qui est, mais quel était le but réel de cette opération? Donc il y a des gens qui disent: «Mais on continue à mettre de l'huile sur le feu, on n'a pas besoin de ça». Il y en a d'autres qui disent: «C'est bien fait, ça leur apprendra parce qu'au moins ils auront compris qu'on est monté très, très loin dans leur organisation». Hem il y en a d'autres qui disent: «Mais bon, en gros, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les otages à Gaza». Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que le but, c'est pas forcément une question de manque, ou de mauvaise grille de lecture occidentale. Il y a quelque chose là qui n'est pas immédiatement apparent dans le brouillard de guerre, parce que c'est un brouillard de guerre, hein, qu'il y a Oui, autour dans le très sud nettement, très nettement. dans le nord d'Israël. Je rappelle quand même que de part et d'autre, on est sur des zones, alors avant effectivement, il y avait des histoires de corridors de sécurité avec aussi des casques bleus de l'ONU qui de temps en temps patrouillent, de temps en temps, donc d'un côté le Hezbollah avec un réseau de fortifications. Pas beaucoup, enfin la zone était densément peuplée il y a quelques années, elle ne l'est plus trop, hein, en réalité, même du côté libanais. Et du côté israélien, donc depuis, il me semble, bah, pas loin du 7 octobre, on est sur, un recul en fait, des habitations de, je pense, 20 à 30 kilomètres. C'est-à-dire qu'avant, on avait des zones assez, peuplées, assez densément peuplées, et là, il y a eu une évacuation en fait depuis le 7 octobre, de villages et de villes entières. Donc on est sur une vraie, pression, ce qui est en train de monter, qui ne montera peut-être pas. Je suis pas un spécialiste, mais je pense que l'Iran aussi a quand même son influence dans cette histoire. Je ne pense pas que tous ces gens-là soient fous, hein, de part et d'autre. Je Non, pense non, qu'ils non. essayent d'avoir une sorte de dialogue, parce que la guerre est un dialogue, hein, il faut jamais l'oublier, hein. Oui. Ils essayent d'avoir un dialogue qui les mène quelque part, pour l'instant, ben, personne n'en voit l'issue en tout cas. Voilà. Donc si tu veux, en tout cas, je te remercie énormément pour tes lumières. À titre personnel, je vais te dire comment j'analyse la situation. Ensuite, tu vas Mmh. pouvoir rebondir et on terminera Oui. cet échange-là. Euh, pour faire clair et rapide, je pense qu'il y a une il y a une volonté israélienne qui vient à la fois du tréfonds de l'armée, Mmh. puisque l'armée a fini par croire qu'elle avait perdu il y a une dizaine d'années, rappelle-toi, dans la campagne du Sud-Liban. En réalité, l'armée israélienne n'a pas perdu au sens strict. Elle a perdu face à sa propre désorganisation, due entre autres aux restrictions budgétaires dans l'entraînement des tankistes, décision du ministre de l'économie de l'époque, qui était Benjamin Netanyahu. Pour un exemple simple, la quasi-totalité des Merkava a détruit le fur, à l'exception d'un seul, qui a été détruit en effet par les forces libanaises. Euh, tous les autres ont été détruits par une mauvaise maîtrise du système d'autodestruction. Mauvaise maîtrise liée à quoi? Liée au fait que les tankistes, qui étaient pour la plupart des réservistes, ont paniqué et n'ont pas su utiliser, n'ont pas fait confiance à la machine qui est faite, qui est extrêmement résistante et beaucoup plus que ce que les tankistes s'attendaient. Et ils ont déclenché beaucoup trop tôt l'autodestruction, croyant que sinon ils seraient piégés dans la carlingue et qu'elle ceci allaient sauter eux avec. Donc, si tu veux, ça c'est un problème d'entraînement. Or, une partie de l'armée veut sa vengeance sur le Liban. Deuxièmement, le Premier ministre Netanyahou poursuit son objectif de monter, de monter aux extrêmes régionaux, ce qui permet à la fois de neutraliser politiquement le boulet qu'est le 7 octobre pour lui, lui permet maintenir disons, de maintenir l'unité israélienne en guerre et de pouvoir faire place nette de différents problèmes stratégiques autour d'Israël, donc les problèmes gaziers au large de Gaza et les problèmes sécuritaires au nord. Titre personnel, je pense que comme souvent, les Israéliens peuvent être des stratèges, des tacticiens euh, remarquables et des stratèges problématiques.
Voilà grosso modo ce que j'en pense. Je pense que la région avait peut-être pas besoin de ça. Objectivement, je pense aussi que les Israéliens, sans pour autant reconnaître leur paternité dans cette attaque, vont l'utiliser très lourdement comme un fait de politique intérieure pour ressouder autour de la suprématie militaire et de la suprématie en termes d'intelligence au sens anglo-saxon du terme Ouais, ouais. du Mossad, les ratés du 7 octobre. Je pense, parce qu'il y a eu des ratés très lourds de la communauté du renseignement, de l'armée, mais surtout du pouvoir politique. Et je pense que le Premier ministre Netanyahou, qui est un homme extraordinairement doué d'un point de vue politique, vient de s'acheter avec cette opération un sauf-conduit de plusieurs semaines. Ce qui, dans la situation où il est à 1 an du 7 octobre, n'est pas, si tu veux, n'est pas du luxe. Alors c'est pas du luxe, là-dessus et tu sais, je fais très attention, disons là-dessus, à avoir un commentaire réellement politique, mais je me contenterai de dire 2 choses, de rappeler 2 choses. Première est ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire que, il faut pas oublier que depuis le 7 octobre, pour de bonnes et de mauvaises raisons, l'Amérique n'a pas tant perdu pied parce que d'une certaine façon, elle n'a jamais été aussi puissante militairement au Moyen-Orient, mais l'Amérique a quand même cédé le pied à la Russie. Faut quand même pas l'oublier dans cette Mmh. histoire. Et ça, on ne le voit pas. Alors on ne le voit pas parce qu'on est en Europe et que, bon, Et ben, qu'on ne veut pas voir grand-chose. voilà, c'est ça, on va dire ça comme ça. Mmh. La deuxième chose, je ne vais pas parler du Moyen-Orient, je vais parler de quelque chose qui date, d'un petit peu plus loin, mais qui nous rapproche beaucoup de notre histoire. Hem Et je le dis, il y a des gens que ça surprendra ce que je vais dire, mais ce que je dis est exact. Tu peux le demander à n'importe quel officier de l'armée française aujourd'hui qui est en exercice aujourd'hui ou à la retraite. Dans l'affaire de la guerre d'Algérie, à la fin, l'armée française avait vaincu militairement. Oui, bien Je veux sûr, dire c'est que évident. oui, mais non, mais attends, militairement, la France avait vaincu. La décision de quitter l'Algérie est une décision politique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il y a donc une grande différence entre la perception politique, entre l'affirmation de quelque chose qui est politique et la réalité militaire Mmh, oui, et la bien sûr, réalité bien militaire. sûr. Et au Moyen-Orient et dans la phase où nous trouvons actuellement, c'est cette dichotomie est absolue au Moyen-Orient. Ça, je suis d'accord avec toi. Le ultime point, ultime volet de cette affaire. Alors, je sais que la tentation serait facile pour ce type d'opération de dire: «Oui, enfin, vous voyez, bon, c'est le Hezbollah, c'est le Liban». Alors déjà, pour ceux qui pensent que c'est loin, non, c'est pas loin. Je vous le dis tout de suite, c'est pas loin. J'ai vécu 3 ans avec des Libanais traumatisés qui vivaient en France. Si vous voulez, ce qui saute à Beyrouth peut très vite arriver ici. J'ai quelques histoires à raconter là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on pourrait dire ce sont des États de petits, des puissances tout à fait relatives, et dans le cas du Liban, totalement inexistantes maintenant. Une telle OPEX, est-ce que tu penses qu'il y a des leçons à en tirer pour notre type de défense, et ce type d'opération peut-elle nous viser? Oui et oui. Je pense que ce type d'opération alors, ça a été fait sur des beepers, on est d'accord. Ça veut pas dire que, ceux qui l'ont fait ne connaissaient pas leur affaire, c'est pas du tout ça. Mais ce type d'opération, c'est-à-dire, encore une fois, hein, le fait d'aller, faire, péter, les appareils, c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans cette histoire. C'est même ce qu'il y a de plus facile parce qu'en fait, là, pour le coup, c'est un peu push button quand même. En réalité, c'est tout ce qui a précédé et ce qui a précédé, comme on l'a dit auparavant, c'est une attaque et une prise de contrôle de la chaîne d'approvisionnement. Sur notre défense et sur notre, approvisionnement, sur notre souveraineté finalement, parce qu'on on parle de souveraineté et il faut toujours rappeler que
La souveraineté est fondamentalement, si on la regarde au-delà d'un spectre juridique et politique, la souveraineté est étroitement liée aux questions de flux et d'approvisionnement, que ça soit des céréales, Complètement. et que ça soit du pétrole, mais que ça soit aussi au niveau informationnel et au niveau numérique. Euh, je crois que si on se souvient de ce qu'avaient révélé les révélations de Snowden, on s'est quand même aperçu, et c'est documenté, qu'il existe différents endroits aux États-Unis, par exemple, mais pas que, où des machines, c'est-à-dire des ordinateurs et des serveurs, euh, enfin, fabriqués par de grandes maisons, hein, de grandes marques, qui sont dirigés dans ces endroits, dans ces hangars, et ils sont ouvertes. On y place des mouchards. Bon, des agences américaines y placent des mouchards. Et la marchandise repart, réempaquetée parfaitement, et elle a tendance à repartir vers des clients tout à fait particuliers, puisque ça peut aller donc d'États démocratiques, hein, puisqu'il ne faut jamais oublier que euh, les Américains et nous sommes de très très grands partenaires. Donc voilà, ça peut partir vers voilà, des ordinateurs du gouvernement français, ça peut partir vers des grandes entreprises non américaines, et c'est comme ça qu'on peut, au moyen de ces mouchards, favoriser des opérations d'espionnage massif. Donc ça, c'est déjà le cas. En réalité, si j'étais bête et méchant, je dirais que les Israéliens n'ont rien inventé. Hmm. Ils l'ont fait dans un contexte inattendu, euh, au moyen d'outils et par un biais inattendu, dans une zone de Oui, conflit. ils ont mis la musique dans une boîte où elle n'avait jamais retenti, mais ils ont pas néanmoins réécrit la partition de la salsa. Voilà, on est bien d'accord. Exactement, exactement, exactement. Donc en cela, ça existe déjà et ça se fait. Ça se fait. Alors, est-ce que on en tire toutes les conséquences en France? Évidemment que non. Évidemment que non. Néanmoins, ça ne veut pas dire que certains services de l'État ne surveillent pas ça de façon tout à fait pointue. Il existe d'ailleurs, et je le vois dans ma vie professionnelle, des entreprises françaises qui peuvent faire fabriquer du matériel informatique qui va de la très haute performance à des choses un peu régulières et standards pour les entreprises, mais qui le font et qui s'assurent du contrôle complet de la chaîne d'approvisionnement, précisément parce que eux vont travailler avec des entreprises ou avec des services dits sensibles sur le territoire national, par exemple. Alors évidemment, et là, tu me permettras ce biais un peu numérique, un peu cyber, Vas-y, euh, vas-y, évi- vas-y. C'est pour ça que je t'ai fait évidemment, venir. évidemment, nous n'avons pas la mainmise et la maîtrise complète de notre informatique. Hmm. Nous ne fondons pas nos processeurs, du moins pas ceux que l'on voit sur les ordinateurs. Pour d'autres Mhm. types de matériel, c'est Oui. encore autre chose. Et donc, si vous voulez, si tu veux, tu vas prendre voilà, un ordinateur, tu vas dire, ben voilà, je vais commander 15, 150 PC, tiens, pour un service sensible de l'État. Tu peux passer par un fabricant qui va tout te faire bien, avec des ordinateurs tout à fait standards, tout à fait performants, bon prix. Mais quand bien même ce fabricant t'assure de la sécurité, en fait, et de la sûreté de la chaîne de fabrication et d'approvisionnement, au bout du bout, tu as un processeur au fin fond au milieu de l'ordinateur, et ce processeur, ses instructions ne sont pas connues. On n'en connaît que quelques-unes, pas évidemment, puisque sinon on ne pourrait pas faire marcher des systèmes d'exploitation, par exemple. Néanmoins, néanmoins, il y a toute une série de jeux d'instructions qu'on ne connaît pas. Alors évidemment, si tu demandes aux Américains, ils vont rigoler, ils vont dire que non plus, ils ne les connaissent pas et que ça devient un problème, ce qui n'est pas totalement faux. Mais quand même, nous n'avons pas la maîtrise de la fabrication et de la conception de nos processeurs, de nos cartes graphiques. Euh, et donc, à terme, ça pose un réel problème. C'est-à-dire que il y a ça comme problème, il y a le problème de la donnée, mais là, on s'écarte un peu du sujet. Mais sur la chaîne d'approvisionnement, on est capable de faire, c'est-à-dire qu'on est capable de sécuriser et de répondre à une partie du risque. Voilà. On est capable de faire face à une partie du risque.
Demain, le pays dont dépend la société Intel décide qu'il n'y aura plus d'ordinateur qui fonctionnera en France. Alors, ça sera un peu compliqué quand même d'éteindre tout, mais néanmoins, à Paris La Défense, ils vont s'embêter ferme, hein. Il n'y aura plus rien qui fonctionnera. Oui, donc Plus ne t'en rien. fais pas. Nous ferons bien appel à tes lumières dans d'autres occasions pour poursuivre cette discussion. Parce que j'avais déjà fait brillamment une conférence sur la souveraineté numérique pour nous. Et de toute façon, il y a beaucoup malheureusement, beaucoup, sinon tout reste à faire là-dedans. Donc, Père Charles, je te dis à très bientôt. Chers amis du Cercle Aristote, Merci. À j'espère que bientôt. cette émission vous a plu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec le retour de nos programmes. Je vous embrasse. Ceux qui veulent s'abonner à la chaîne peuvent le faire maintenant. Ceux qui veulent nous aider, les rubriques dons et Tipeee sont là-dessous. Et vous allez pouvoir également découvrir nos dernières nouveautés, nos derniers livres. Et pour ceux qui veulent se poursuivre dans le sujet, je vous rappelle que nous avions fait un numéro encore relativement récent sur la souveraineté numérique. Merci à tous et à bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.